Imaginez que vous soyez témoin d'un crime et qu'au lieu de décrire le criminel pour en faire un portrait robot, on vous place sur la tête des électrodes pour enregistrer l'activité de votre cerveau. Et on vous demande de vous concentrer et de visualiser le criminel et après quelques secondes, son visage apparaît sur l'écran. Évidemment, ce scénario n'est pour l'instant que de la science-fiction, mais il illustre une question plus générale. Comment fait notre cerveau pour reconnaître différents visages? Et est-ce qu'on peut reproduire un visage à partir de l'activité de notre cerveau? Après tout, la majorité d'entre nous partagent beaucoup de choses en commun. 2 yeux, un nez, une bouche, mais chaque visage est tout de même unique. Et malgré cette diversité, on est capable de reconnaître un visage en seulement 170 millisecondes environ. Même quand la personne vieillit, change de coupe de cheveux, ou encore quand les conditions changent, par exemple quand on voit la personne de profil ou dans la pénombre. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on reconnaît les différents visages et qu'on est même capable de reproduire ce que vous voyez à partir de l'activité de vos neurones. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais le cerveau est composé de dizaines de milliards de neurones qui forment un réseau complexe avec plusieurs milliers de milliards de connexions possibles. Et pourtant, il semblerait que notre cerveau soit aussi capable de trouver des solutions assez simples parfois. En 2005, des chercheurs ont pu mesurer l'activité de neurones individuels pendant une opération chirurgicale sur des personnes atteintes d'épilepsie. Avec les techniques d'imagerie cérébrale classiques, on n'a pas une aussi bonne qualité, donc les chercheurs font souvent des expériences pendant les opérations chirurgicales où ils peuvent avoir accès aux neurones individuels et donc une meilleure idée de qui fait quoi. Les chercheurs ont trouvé que certains neurones étaient beaucoup plus actifs quand les participants regardaient la photo d'une personne spécifique. Par exemple, un seul neurone était actif uniquement quand le participant regardait des photos de Jennifer Aniston, mais pas quand il regardait des photos d'autres personnes, d'animaux ou de monuments. C'est ce qui a d'ailleurs conduit les chercheurs à appeler ce type de neurones les neurones Jennifer Aniston. On parle aussi parfois de neurones de grand-mère ou plus généralement de neurones concept. Ce terme est d'ailleurs sûrement plus approprié puisque, par exemple, le neurone qui s'active en regardant des photos de Halle Berry s'active aussi en regardant son visage avec le masque de Catwoman, en regardant des dessins de son visage ou même simplement en regardant son nom à l'écran ou en écoutant son nom. Ces neurones concept ont principalement été identifiés dans l'hippocampe et le lobe temporal médian, et l'hippocampe joue un rôle important dans l'apprentissage et la mémoire. En revanche, il semblerait que ces neurones ne soient pas seulement 100% dédiés à un seul visage. Par exemple, le neurone de Jennifer Aniston était aussi actif face au visage de Lisa Kudrow, l'inoubliable Phoebe dans Friends. Et le neurone Luke Skywalker peut aussi être actif face à Yoda ou Dark Vador. En fait, une hypothèse logique est qu'il n'existe pas un seul neurone concept pour chaque visage, mais plusieurs et que certains neurones peuvent être actifs face à des concepts similaires, par exemple les acteurs de Friends ou les personnages de Star Wars. Mais si les neurones concept peuvent nous permettre de reconnaître des visages connus, ça ne nous explique pas comment on peut identifier et différencier rapidement des personnes inconnues. Dans le cerveau, on a des neurones spécialisés dans la reconnaissance faciale, qu'on appelle les cellules faciales, qui s'activent uniquement quand on voit un visage, mais pas quand on voit un paysage ou un monument par exemple. On pensait que chaque cellule faciale codait pour un visage en particulier, mais cette hypothèse pose plusieurs problèmes. Par exemple, les neurones peuvent mourir. Donc qu'est-ce qui se passerait si le neurone qui code pour la reconnaissance du visage de votre mère disparaissait? Et même si les neurones ne mourraient pas, il faudrait un neurone spécifique pour chaque personne qu'on rencontre dans notre vie. Certaines études ont donc testé une autre hypothèse, que ces cellules faciales ne codent pas pour un visage en particulier, mais pour une caractéristique du visage. Par exemple, celui-ci va focaliser sur la distance entre les yeux, celui-là sur la taille de la bouche, etc. En 2017, des chercheurs ont enregistré l'activité de ces neurones, situés dans le cortex temporal inférieur, chez des macaques, à qui on montrait différents visages. Et le résultat est assez extraordinaire. Ils ont été capables de reconstruire les visages simplement à partir de l'activité de seulement 205 neurones. En fait, dans ce modèle, chaque neurone code pour un parmi les 50 paramètres du visage. Une fois qu'on sait quel neurone code pour quel paramètre, c'est relativement simple de recréer les visages à partir de l'activité neuronale. Un peu comme il suffit des 3 couleurs primaires pour créer toutes les couleurs possibles. Dans ce modèle, il suffit de 50 paramètres pour recréer tous les visages possibles. Mais alors, comment c'est possible que certains neurones ne s'activent que quand je vois Jennifer Aniston, mais que les cellules faciales ne codent pas pour des visages individuels? En fait, il est très probable que les deux systèmes, et peut-être même d'autres, travaillent ensemble. Déjà, les deux types de neurones ne se retrouvent pas forcément dans la même partie du cerveau. Les cellules faciales nous serviraient à identifier rapidement les visages individuels, mais à force de voir et de revoir ce visage, il serait finalement stocké dans un neurone concept. On n'en est donc pas encore à lire dans les pensées, rassurez-vous. Et d'ailleurs, si je pouvais lire dans vos pensées, là, maintenant, je suis sûr que je verrais une envie irrésistible de vous abonner pour continuer d'en apprendre un peu plus sur notre cerveau.
Chez les humains, des études ont utilisé des données IRM pour reconstruire les images de films que des participants regardaient. Évidemment, l'IRM est beaucoup moins précise que l'enregistrement de neurones individuels, donc les images étaient quand même beaucoup moins nettes. Et en 2018, une étude a publié des résultats qui sont beaucoup plus proches du scénario dont je parlais au début de cette vidéo. Cette fois, les chercheurs ont utilisé l'électroencéphalographie, qui consiste à simplement poser des électrodes sur la tête pour enregistrer l'activité électrique du cerveau. Alors, je vous passe les détails méthodologiques, mais ils sont arrivés à reconstruire assez bien les visages perçus par les participants. Bon, une grosse différence quand même avec le scénario du début de vidéo, c'est que les images sont recréées à partir de l'activité des neurones pendant que les participants regardent les images. Mais il est probable que si on demandait aux gens de se souvenir de visages, l'activité des neurones serait beaucoup moins nette et donc l'image reconstruite serait aussi beaucoup plus floue. Au-delà de la création de portraits robots, ces découvertes pourraient aussi permettre aux personnes en état végétatif de communiquer avec le monde extérieur. En 2006, des chercheurs ont d'ailleurs réussi à communiquer avec une patiente en état végétatif depuis 5 ans en enregistrant son activité cérébrale. Pour répondre oui, on lui demandait de s'imaginer jouer au tennis et pour répondre non, elle s'imaginait marcher autour de sa maison. Évidemment, les interactions étaient très limitées, il fallait reposer la question plusieurs fois, attendre au moins 30 secondes pour enregistrer et analyser l'activité cérébrale. Mais le simple fait de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne peuvent pas parler ni bouger reste assez incroyable. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je trouve ça fascinant qu'on puisse reproduire ce qu'on voit à partir de l'activité du cerveau. Et je pense qu'on n'en est qu'au début et qu'avec les progrès technologiques, on parviendra sûrement à recréer les images et pourquoi pas les sons, un peu comme si on pouvait enregistrer nos souvenirs réels sur disque dur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine.